Maintenant, nous allons aborder le premier remake du film de Cooper et Schutzack, le King Kong de 1976. L'homme à la tête de cet ambitieux chantier est l'extravagant nabab italien Dino De Laurentiis, producteur de La Strada, Cosa Nostra et Injusticier dans la ville, entre autres. La Paramount lance le projet tandis que les réalisateurs Roman Polanski, Michael Winner et Sam Peckinpah sont contactés. Mais tous déclinent. Finalement, le Britannique John Guillermin sera retenu. Le succès de son film catastrophe La Tour Infernale un an auparavant, incitant les patrons de la Paramount à lui confier le poste. De King Kong, Dino et moi n'avons finalement que très peu parlé. J'ai donné mon accord sur la base du concept, sans chercher à en connaître davantage. Si les deux hommes échangent peu, c'est tout simplement parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Guillermin ne connaissant pas l'italien et De Laurentiis maîtrisant mal l'anglais. Ce genre de détail linguistique aura plus tard une incidence capitale sur le projet, comme nous le verrons d'ici peu. Côté casting, plusieurs noms d'actrices sont avancés pour tenir le rôle principal. Barbra Streisand, Bette Midler, Bo Derek, Britt Ekland et même la chanteuse Cher. A noter que Meryl Streep a également participé au casting, mais elle n'était pas du goût de Dino De Laurentiis. Yeah, that was Dino De Laurentiis Sr. And his son had seen me in a play. And so I went up to the top of the Gulf and Western building, like the 33rd floor, and he had this amazing office that looked all over Manhattan, and he was back there. And I walked in, and his son was sitting there, very excited that he'd brought in this new actress. And the father said to his son, in Italian, because I understand Italian, he said, "Che brutta." You know, why do you bring me this ugly thing? Whoa. Yeah, very sobering, you know, as a young girl. So I said to him, "Mi dispiace molto, you know, but I understand what you're saying. I'm sorry I'm not beautiful enough to be in King Kong." C'est finalement Jessica Lange, une jeune top model blonde sans expérience cinématographique préalable, qui sera choisie. Viennent compléter la distribution Jeff Bridges, jeune acteur très en vue qui a déjà tourné pour Peter Bogdanovich, John Huston et Michael Cimino, ainsi que Charles Grodin, second rôle que l'on retrouvera plus tard dans Midnight Run et Beethoven. Pour le scénario, De Laurentiis fait appel à Lorenzo Semple Jr., scénariste de Papillon et d'À cause d'un assassinat. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack. Les attentes du producteur italien sont claires. L'histoire doit être contemporaine, tout en mettant en lumière les préoccupations écologiques du moment. En effet, dans les années 70, les films à tendance écologique sont très en vogue, en particulier Soleil Vert de Richard Fleischer, avec Charlton Heston. De même, Dino De Laurentiis veut faire de son King Kong version 1976 un spectacle familial et visible par tous, en dépit de la violence de l'histoire. C'est pourquoi Semple Jr. livre une première version du scénario marquée par un humour décalé et un certain second degré, lesquels seront vite gommés pour rester fidèles à la trame du film original, en y insufflant donc une dimension écologique supplémentaire. C'est la raison pour laquelle les membres d'une compagnie pétrolière remplacent ici ceux de l'équipe de tournage du film de 1933. Côté communication, Dino De Laurentiis se montre d'un bagou hors du commun. Lors de la première conférence de presse, il joue à fond la carte de l'esbrouf, annonçant que le Kong du film sera un robot gigantesque. Tandis que Jessica Lange pose dans une réplique mécanisée de la main du gorille géant, la machine à fumer s'emballe et asphyxie toute l'assistance. Ce sera le premier couac d'une liste longue comme le bras. Pour tenir ses promesses, De Laurentiis recrute Carlo Rambaldi, italien comme lui, qui donnera bientôt naissance à l'E.T. de Steven Spielberg. Peintre et technicien réputé de la mécanique, c'est à ce titre que De Laurentiis attend de lui qu'il conçoive les plans du futur robot de Kong. Pour le seconder, il fait appel à Glenn Robinson, autre grand spécialiste des effets spéciaux, dont le travail sur Tora 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 quelques années plus tôt a fait forte impression. Mais vite dépassé par l'ampleur de sa tâche, Robinson ne sait comment s'y prendre pour concevoir un robot géant, d'autant que le tournage du film doit débuter quelques mois plus tard. Pour De Laurentiis, il est impératif que le film sorte fin 1976, car les retours sur investissement auprès des financiers étrangers ne peuvent attendre. La construction du robot géant ne doit donc pas prendre le moindre retard. Ainsi, Robinson, Rambaldi et leurs équipes respectives commencent le travail sous les chapeaux de roue. Mais les problèmes ne vont pas tarder à apparaître. D'abord, les deux équipes ne parviennent pas à communiquer et à s'entendre à cause de la barrière de la langue. Rambaldi ne maniant pas un mot d'anglais et Robinson ne se débrouillant guère mieux avec l'italien.
À ces tracas linguistiques s'ajoutent des soucis d'ego qui empêchent les deux équipes de conjuguer leurs talents. Pour ne rien arranger, les délais sont serrés et les consignes de De Laurentiis, selon lesquelles Kong doit être le plus monstrueux possible, ne facilitent pas le travail. C'est ainsi qu'incapables de s'associer, les deux équipes se replieront sur elles-mêmes et livreront 2 robots Kong. Tandis que le tournage approche, John Guillermin, inquiet par la tournure des événements, embauche discrètement un jeune maquilleur très doué pour les costumes de singes, Rick Baker. Le réalisateur charge ce dernier de mettre au point, en collaboration avec Carlo Rambaldi, un costume devant servir à filmer quelques plans de coupe. Hélas, là encore, rien ne se déroule comme prévu. Les deux hommes ne parviennent pas à s'entendre, de plus Baker, attaché au réalisme, répugne à l'idée de devoir concevoir un gorille exagérément agressif. Au final, les équipes de Rambaldi et Robinson livrent une réplique mécanique de la main de Kong, mais elle se révèle particulièrement défaillante. Ses doigts se bloquent, ses mouvements sont trop lents, de plus la fourrure et la peinture se décollent au contact de l'eau. Enfin, la doublure de Jessica Lange manque d'être blessée quand l'un des câbles du poignet lâche. Cette accumulation d'échecs met Dino De Laurentiis dans une colère noire, et il faudra 2 mois supplémentaires pour livrer une main mécanique satisfaisante. Le costume de singe de Baker et Rambaldi est finalement achevé lui aussi. Il est conçu à partir de plaques de mousse collées sur du lycra. 6 fourrures d'ours seront nécessaires pour sa fabrication. 5 masques de Kong sont construits pour permettre plusieurs expressions faciales. Mais c'est avec le robot Kong que les ennuis ressurgissent. Les 2 tonnes de crinière de chevaux argentins nécessaires pour la fourrure se font attendre et les premiers tests mécaniques sur le robot se révèlent peu convaincants. La presse, avertie de ces échecs, commence à se poser des questions sur le projet, mais De Laurentiis, avec son culot légendaire, monte vite au créneau pour étouffer les on-dit. Quant à Rick Baker, il doit endosser le costume de singe pour le tournage, ce qui représente une tâche harassante. Il perd beaucoup de poids, s'étouffe et frôle l'évanouissement à plusieurs reprises sur le plateau. Comme le robot géant n'est pas prêt à temps, Baker se retrouve dans presque toutes les séquences mettant en scène Kong, accumulant les journées de travail et allant jusqu'à mettre sa santé en péril. Les contretemps et les retards s'accumulent sur le tournage. Non seulement la conception des effets spéciaux se révèle un vrai casse-tête, mais d'autres problèmes en tout genre ne tardent pas à voir le jour. Jeff Bridges attrape la grippe, ce qui retarde le tournage pendant 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Jessica Lange, quant à elle, est régulièrement malmenée par la mécanique laborieuse des effets spéciaux et collectionne les blessures en tout genre, dont une luxation d'épaule. De plus, la construction d'une muraille en bois de 14 mètres de haut et longue de 150 mètres est lancée. Elle doit supporter le poids des 300 figurants incarnant les indigènes de l'île. L'inventaire des travaux donne le vertige. 2 tonnes de clous, 126 000 mètres de treilles de vigne, plus de 8 000 eucalyptus, 156 plaques de plastique, 50 000 agrafes, 4 000 litres de peinture, et au final, un devis s'élevant à 800 000 $. Ah bah, c'est un film écolo, hein? Le tournage de la séquence nécessitant cette grande muraille, lorsque les indigènes offrent Jessica Lange à leur dieu Kong, s'avérera d'ailleurs assez surréaliste, voire burlesque. Les figurants, vraisemblablement très motivés, se laissent prendre au jeu à tel point que les cris et incantations se poursuivent au-delà des prises de vue, y compris pendant la nuit au désarroi des habitants de l'île, incommodés par les nuisances sonores. Les membres de l'équipe de tournage sont impuissants à calmer les figurants, lesquels outrepassent dangereusement les règles de sécurité. Finalement, le tournage de la séquence tourne à l'orgie mystique, avec chants, bruit de bongo et consommation de cannabis autour du feu, certains figurants allant jusqu'à réclamer pour de bon la venue de Kong. Le délire atteint son paroxysme avec la présence d'un figurant qui, furieux d'avoir été recalé lors du casting et ivre de vengeance, menace l'équipe de tournage avec un fusil sniper. On parle même de la présence d'une bombe sur le plateau! Autre dépense considérable, la location d'un bateau auprès de l'Institut océanographique de l'Université de Californie, qui engloutit 250 000 $ supplémentaires. Le budget du film atteint alors 20 millions de $. Sur l'île d'Hawaï qui sert de cadre à Skull Island, la météo se révèle pour le moins capricieuse. Nous sommes encore en hiver et les prises de vue sont ralenties pour cause de pluies diluviennes et de brouillard à couper au couteau. En outre, de violentes vagues déferlent sur la plage, retardant encore le tournage. Chaque journée de tournage réserve son lot d'imprévus et de tourments, ce qui fait dire à un Dino De Laurentiis temporairement découragé: Ce film est trop cher, trop difficile. Des problèmes me tombent dessus tous les jours. La panique gagne encore du terrain avec l'annonce de l'assassinat de l'attaché de presse du film par des cambrioleurs. Les rumeurs et les coupures de presse défavorables s'accumulent et le tout Hollywood finit par faire courir le bruit comme quoi le nouveau King Kong ne verra jamais le jour, ce qui n'est pas sans agacer son capricieux producteur. Dans les dernières scènes du film, les figurants sont en réalité de simples badauds qui, attirés par les publicités des journaux, ont accouru sur le lieu du tournage.
Cette tactique de Dino De Laurentiis pour éviter d'avoir à payer des figurants pour les scènes de panique va se révéler contre-productive. La foule devient incontrôlable et se précipite sur la dépouille de Kong pour en voler des morceaux en guise de souvenir. L'ambiance se révèle finalement trop chaotique pour John Guillermin et le tournage de la scène tourne à la catastrophe avec l'arrivée d'un orage. Les prises de vue se terminent fin août 1976 et King Kong sort comme convenu quelques jours avant Noël. Annoncé comme un événement hors du commun, le film de John Guillermin se révèle être un pétard mouillé. Les critiques ne sont pas tendres et le film, sans être le triomphe annoncé, connaîtra un honnête succès commercial puisqu'il récoltera près de 90 millions de dollars à l'arrivée grâce à l'incroyable coup de bluff publicitaire de Dino De Laurentiis. Le robot géant, présenté comme l'argument commercial principal du projet, n'apparaît finalement que très peu dans le film et, ironie du sort, Karl Laurent Baldi et Glenn Robinson gagneront l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1977 au détriment du travail de Rick Baker, presque omniprésent à l'écran sous son costume de singe. 13 ans de ça des promesses initiales, le King Kong de 1976, fiasco artistique et gouffre financier sans appel, est devenu avec le temps une sorte de film maudit, rongé par la mégalomanie de son producteur et boursouflé par un budget mal géré. Mais il vaut toutefois mieux que sa catastrophique réputation, en dépit d'effets spéciaux décevants, et parvient à divertir jusqu'au bout grâce au métier solide de John Guillermin. Ce dernier nous ayant d'ailleurs quitté à l'âge honorable de 89 ans il y a encore quelques semaines. Jessica Lange, violemment éreintée par les critiques, ne sortira pas indemne de l'expérience et devra attendre 3 ans avant de retrouver les plateaux de tournage. On la retrouvera plus tard dans un nouveau remake, Le Facteur sonne toujours 2 fois, qui sera un succès et lancera pour de bon sa carrière, laquelle faillit toutefois s'arrêter net avec King Kong. Elle a obtenu 2 Oscars et est la vedette de la série American Horror Story. Quant à Jeff Bridges, il a mené depuis la carrière que l'on connaît. My condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. La nouvelle selon laquelle un nouveau King Kong est en chantier se répand par onde de choc dans les milieux du cinéma. Aussi, le tournage du film produit par Dino De Laurentiis n'est même pas encore terminé que déjà, plusieurs producteurs opportunistes, désireux de jouir de l'incroyable campagne publicitaire déployée par le nabab italien, tentent de s'engouffrer dans la brèche en mettant sur scène une poignée d'ersatz, tous réalisés en 1976 et dont le premier se trouve être King Kong revient. Coproduction américano-coréenne, le film est mis en scène par Paul Leder, un artisan de la série B, voire Z. Le scénario, signé par Leder et son fils Ruben, reprend grosso modo la trame du film de Cooper et Schoedsack, puisque là encore, Kong se retrouve prisonnier à bord d'un bateau duquel il finit par s'évader, se dirige vers Séoul, s'amourage d'une jeune starlette blonde et réduit la ville en miettes. On a droit à des scènes épiques comme Kong mettant une raclée à un requin qui rendrait Spielberg vert de jalousie, ou repoussant une attaque aérienne avec une classe juste ahurissante. Oh, ça alors! À qui le dis-tu? Mais c'est pas tout. C'est sans compter les interminables discussions téléphoniques où le chef de l'état-major relate tous les événements spectaculaires que le réalisateur ne peut mettre en image, faute de moyens suffisants. Vous me regardez avec un air abruti, ma braguette est-elle ouverte? Paul Leder, en véritable matou-faire, fait justement une apparition à l'écran dans le rôle d'un metteur en scène prénommé Dino. Alors tu te souviens, Greg, tu la violes en douceur. Des comédiens bourrés de talent et charismatiques au possible. Parce que les dimensions de notre monde sont devenues trop étroites. Une mise en scène à faire baver Marianne Cooper, le tout émaillé d'effets spéciaux au top du top et de répliques bien senties. Il aura fini par crever d'une indigestion de pruneaux. Toujours en 1976, la gigantesque campagne de pub de Dino De Laurentiis inspire une coproduction anglo-franco-italo-allemande des plus improbables, King Kong. Réalisé par Frank Agrama, à qui on doit notamment L'Aube des zombies, ce film se présente comme un pastiche de King Kong vu à travers le prisme du mouvement féministe très à la mode dans les années 70. Ainsi, le Kong de l'histoire est une femelle, laquelle s'éprend d'un jeune acteur qui, pour tourner en dérision Fay Wray, se nomme Ray Frey. Relecture loufoque et parodique du mythe de King Kong, le film ne se prend jamais au sérieux et joue à fond la carte du kitsch.
A noter que Dino De Laurentiis, très remonté à l'idée que l'on vienne marcher sur ses plates-bandes, s'entourera d'un cabinet d'avocats afin de faire interdire l'exploitation du film en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En 1977 sort sur les écrans un petit classique du cinéma bis, Le Colosse de Hong Kong. Produit par la Shaw Brothers, spécialisé dans les films d'arts martiaux comme La Main de Fer et La 36e Chambre de Shaolin, et les films de sabre chinois, le Wuxiapian, comme L'Hirondelle d'Or, La Rage du Tigre et Les 14 Amazones. Run Shaw, l'homme à la tête de la compagnie, se tourne vers l'un de ses réalisateurs attitrés, Oh Meng-Gua, tâcheron ayant déjà abordé un peu tous les genres, polar, film d'horreur ou film de kung-fu. Ici, il s'agit de l'amourette entre un Bigfoot géant et de sa protégée, une jeune bimbo de la jungle aussi blonde que légèrement vêtue, le tout sur fond d'expédition et de promoteurs sans scrupules. Pour rendre les effets spéciaux de son film plus crédibles, Run Shaw entre en contact avec des techniciens japonais rompus au genre du kaiju Eiga. Les scènes de destruction rappellent en effet le film de monstres nippon. Mais attention, Le Colosse de Hong Kong ce n'est pas qu'un film de monstres bourrins avec des effets optiques dernier cri et une créature d'anthologie qui ficherait la honte à Willis O'Brien. Non, c'est aussi un grand film d'amour, sentimental et lyrique, avec des scènes d'un romantisme poignant, le tout porté par des acteurs charismatiques en diable. Festival de mauvais goût, Le Colosse de Hong Kong compte malgré tout des défenseurs convaincus, parmi lesquels Quentin Tarantino, qui contribuera même à faciliter la sortie du film en DVD. Dans les années 80, la diffusion du King Kong de John Guillermin à la télévision américaine entraîne un record d'audience tel qu'il incite l'incorrigible Dino De Laurentiis à en produire une suite. C'est à nouveau John Guillermin que l'on retrouve derrière la caméra, malgré le goût amer que lui a laissé King Kong 10 ans plus tôt. De même, n'ayant peur de rien, De Laurentiis réengage Carlo Rambaldi, malgré l'échec artistique du film de 1976. Le scénario est co-signé par Ronald Shusett, connu pour sa contribution à l'écriture d'Alien, et Steven Pressfield. Kong étant décédé à la fin du film précédent, Shusett propose, sur le ton de la plaisanterie, une abracadabrante histoire de transplantation cardiaque afin de justifier le retour de Kong à la vie. Plus c'est gros, mieux ça passe. Sorti presque 10 ans jour pour jour après le premier film, il sera un échec cuisant au box-office puisqu'il ne récoltera que 5 millions de dollars pour un budget de 10. Un point positif néanmoins, le travail de Peter Elliott et George Yasumi, tous deux gesticulant sous leur costume de singe et adoptant pour la première fois une démarche cambrée bien plus authentique qu'à l'accoutumée. Il faut dire que, question singe, les deux hommes y connaissent un rayon de par leur expérience sur des films remarqués comme La Guerre du Feu et Greystock. Il est temps à présent d'évoquer le remake de Monsieur Joe, le film d'Ernest Bichotzak dont nous avons parlé précédemment. Il s'agit de Mon ami Joe, réalisé en 1998 par Ron Underwood. Produit par les studios Disney, ce film fait naturellement écho à celui de 1949 tout en le réactualisant en profondeur. En effet, les scénaristes orientent le récit vers une perspective écologique, comme le raconte le réalisateur. À la fin des années 40, les préoccupations écologiques ne motivaient personne. Personne, ou presque, n'avait conscience qu'un jour les gorilles pourraient constituer une espèce en voie de disparition. C'est le cas aujourd'hui. On n'en compte plus que 500 spécimens. Nous avons écrit le scénario de Mon ami Joe en fonction de cette tragédie. Ainsi, plus de spectacles de cabaret ou d'impresario comme dans le film de Schoedsack, mais une réserve naturelle et des braconniers sans scrupules pour les remplacer. La réussite du film repose beaucoup sur le réalisme des effets spéciaux, lesquels sont dus à Rick Baker, désireux de tourner la page avec son expérience catastrophique du King Kong de 1976. Joe est la combinaison de plusieurs techniques. Nous avons d'abord construit un robot de Joe, dont Rick Baker avait la responsabilité directe. Nous l'utilisions dès que les acteurs le touchaient, le caressaient. Cependant, impossible de fixer trop longtemps la caméra sur lui, car ses bras et ses jambes pouvaient à peine bouger. Nous avions aussi, pour certains plans rapprochés du visage, un comédien dans un costume, des perspectives forcées afin d'appuyer la notion de taille, et bien sûr, les images de synthèse, sans lesquelles le projet n'aurait pas pu voir le jour. Combinaison d'images de synthèse, de suitmation et d'animatronique, Mon ami Joe est donc un mélange de trucage particulièrement réussi, donnant naissance à un gorille à la fois impressionnant et d'une grande expressivité. De plus, il dépoussière avec brio le film de 1949, allant même jusqu'à inclure, en guise de clin d'œil, une brève apparition de Terry Moore, l'actrice principale de Monsieur Joe, et de Ray Harryhausen, le grand spécialiste des effets spéciaux. Au final, Mon ami Joe se montre un spectacle très convaincant, en outre soutenu par la qualité de la distribution, puisqu'on retrouve Charlize Theron en protectrice de Joe et Bill Paxton en zoologue. Joe, arrête! Vous pouvez lui demander de me lâcher? Joe, lâche-le!
C'était la troisième partie du dossier King Kong de Total Remake. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ainsi qu'à nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter. Et comme vous le savez, il y a Tipeee si vous voulez nous soutenir pour les futurs projets. Je vous dis donc à très bientôt pour la 4e et dernière partie, et on va se quitter comme d'habitude sur un petit récapitulatif. Ciao!